la même marque. Malheureusement, il m'est impossible de la distinguer des autres. L'entreprise ayant avorté, les 40 voleurs revinrent dans la forêt. Séance tenante, le conducteur de l'enquête eut la tête tranchée. Aussitôt, l'un d'eux proposa de reprendre la tâche de celui qui venait de périr, et il s'en fut à la ville. Tout se passa de la même manière que la première fois. Il corrompit Baba Mustapha, qui le conduisit à la demeure d'Ali Baba. Comme son prédécesseur, il fit une marque à la porte, mais au lieu d'employer de la craie, il la traça au crayon rouge et dans un endroit moins apparent. Comme la veille, Morgiane sortit de la maison quelques instants après, et quand elle y entra, la marque rouge frappa sa vue. Elle s'empressa d'aller marquer les portes voisines. La tentative des brigands échoua de nouveau, et ils se retirèrent dans la forêt, où le voleur qui avait commis la méprise subit le même châtiment que son camarade. Le chef de la bande résolut alors de conduire lui-même l'enquête. Quand Baba Mustapha l'eut emmené devant la maison d'Ali Baba, il l'examina si minutieusement qu'il fut bien sûr de la reconnaître. Ses hommes l'attendaient dans la grotte. Il les chargea d'acheter 19 mules et 38 outres, dont une remplie d'huile. Dans chacune des 36 outres vides frottées d'huile à l'extérieur, afin que personne ne doutât qu'elles ne fussent pleines, le chef fit entrer un des voleurs et conduisit le convoi tout droit à la maison d'Ali Baba. Justement, celui-ci prenait le frais à sa porte après le dîner. « Seigneur, lui dit-il, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile que j'irai vendre demain au marché. Il est tard, je ne sais où me loger. Et je vous serai très obligé, si cela ne vous dérange pas trop, de vouloir bien me recevoir chez vous. »« Entrez, répondit Ali Baba sans hésitation, soyez le bienvenu. » Il commanda à un de ses esclaves de mettre les mulets à l'abri. Ensuite, il pria Morgiane de préparer à souper pour son hôte et lui tint même compagnie tout le long du repas. Le dîner terminé, Ali Baba alla à la cuisine et dit à Morgiane : « Demain, j'irai au bain avant le jour. Fais-moi donc un bon bouillon que je prendrai à mon retour. » Pendant ce temps, le chef des brigands s'était glissé dans la cour. « Lorsque je jetterai des petites pierres de la chambre où je suis logé, dit-il tout bas à chacun, vous fendrez l'outre du haut en bas avec le couteau dont vous êtes armé. Vous en sortirez aussitôt. » Quant à Morgiane, elle mit le pot au feu pour faire le bouillon. Elle était en train de l'écumer quand la lampe s'éteignit. Elle s'aperçut que sa provision d'huile était épuisée, ainsi que la chandelle. Elle résolut de prendre un peu d'huile dans l'une des outres de l'hôte de son maître. Elle alla dans la cour et s'approcha du premier récipient, quand elle demeura stupéfaite en entendant une voix étouffée qui demandait : « Est-ce le moment ? » Morgiane s'aperçut que cette question partait de l'intérieur de l'outre, et sans perdre sa présence d'esprit, elle répondit tout bas : « Non, pas encore, mais bientôt. » À chaque outre, elle reçut la même question et fit la même réponse. Quand elle fut à la dernière, la seule qui fut pleine d'huile, elle en emplit son vase et revint à la cuisine, persuadée que son maître avait donné asile à 38 voleurs. Elle ralluma sa lampe, prit une grande chaudière et retourna dans la cour pour l'emplir d'huile à son tour. Puis, elle la mit sur un grand feu, afin que le liquide bouillît rapidement, et dans chacune des outres contenant un voleur, elle versa l'huile toute bouillante, leur enlevant ainsi la vie sans qu'ils eussent le temps de se défendre. Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit, avec quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine.
observer ce qui allait se passer. Elle n'était pas là depuis un quart d'heure que le chef des voleurs donna le signal convenu en jetant des petites pierres. Ne percevant aucun bruit, il se précipita dans la cour et, approchant des autres, une odeur d'huile chaude et de brûlé lui saisit les narines. Il comprit que son entreprise venait d'échouer, une fois encore, et qu'il n'avait plus qu'à fuir. Au retour du bain, Ali Baba ne manqua pas de se retrouver surpris en voyant des outres d'huile dans la cour. Morgiane raconta alors à son maître ce qu'elle avait fait pendant la nuit et le mit au courant des marques tracées sur la porte. « Tout ceci, dit-elle en terminant, est l'œuvre des brigands de la forêt. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'il en manquait 2. Il faut donc vous méfier encore. » « Morgiane, répondit Ali Baba, je n'oublierai jamais que je te dois la vie. Et en attendant, je t'affranchis de l'esclavage. » Aidé par Morgiane, Ali Baba creusa au bout de son jardin une fosse immense dans laquelle il enterra les corps des 37 voleurs, afin de ne pas éveiller l'intention de ses voisins. Puis il cacha les outres et les armes et fit vendre les mulets sur divers marchés. Cependant, le chef des voleurs ne se tint pas pour battu, et de retour à la grotte, songea aux nouveaux moyens qu'il allait employer pour se débarrasser d'Ali Baba. Dès le lendemain, il revint à la ville et se logea dans un bazar, où il transporta de riches étoles et des toiles fines qu'il trouva dans son repère de la forêt. Puis il loua une boutique vis-à-vis de celle occupée naguère par Cassim et actuellement par le fils d'Ali Baba. Le chef des voleurs, qui se faisait appeler Rodja Houssin, ne tarda pas à se lier avec le jeune homme. Il poussa l'amabilité jusqu'à lui faire des cadeaux et des invitations. Le fils d'Ali Baba se crut naturellement obligé de lui rendre ses politesses. Il consulta son père, qui lui dit de s'arranger pour faire le lendemain une promenade avec Rodja Houssin, et au retour de l'inviter à prendre place à sa table, ce qu'il fit. Mais Houssin refusa de rester à souper, prétextant qu'il ne mangeait aucun mets salé. « Qu'à cela ne tienne, reprit Ali Baba, je vais donner les ordres nécessaires. » Et il s'esquiva pour donner de nouveaux ordres à Morgiane. Celle-ci ne cacha pas son mécontentement et se promit bien de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Dans ce but, elle aida Abdallah, l'esclave d'Ali Baba, à porter les plats sur la table, et elle reconnut tout de suite, malgré son déguisement, le chef des 40 voleurs qui dissimulait un poignard sous son habit. « Je m'explique maintenant pourquoi le misérable ne veut pas manger de sel avec mon maître. Il médite quelques mauvais coups. Heureusement, je suis là pour l'empêcher d'accomplir son dessein, se dit Morgiane. Se vêtit d'un costume de danseuse et noua autour de sa taille une ceinture d'argent doré, où elle passa un poignard et, accompagnée d'Abdallah, avec son tambour basque, pénétra dans la salle et exécuta plusieurs danses. Pour terminer, elle tira le poignard de sa ceinture et imagina des figures d'une diversité surprenante, feignant tour à tour de vouloir frapper un invisible spectateur. Enfin, elle prit de la main gauche le tambour de basque des mains d'Abdallah et le présenta à Rodja, tandis que, dans sa main droite, elle tenait le poignard. Rodja Houssin avait déjà tiré sa bourse et se préparait à l'ouvrir quand Morgiane, en possession de tout son courage, lui enfonça le poignard dans le cœur si profondément que la mort fut instantanée. Dégrafant l'habit de Rodja Houssin, elle montra à Ali Baba le poignard dont il était armé. « Comprenez-vous maintenant pourquoi votre hôte refusa de manger du sel avec vous? Et ne reconnaissez-vous pas en lui le faux marchand d'huile, le chef des 40 voleurs ?»« Morgiane, reprit Ali Baba, je t'ai promis une récompense digne de tes bienfaits. Je te choisis pour belle-fille. » Le fils d'Ali Baba consentit volontiers à épouser Morgiane et leurs noces furent célébrées quelques jours après. Le faux Rodja Houssin fut enterré secrètement dans la fosse qui contenait les corps de ses 37 complices.
Ali Baba, ignorant toujours ce qu'étaient devenus les deux voleurs qui complétaient la bande, se garda de retourner à la grotte enchantée. Cependant, au bout d'un an, il entreprit le voyage et, s'entourant de 1000 précautions, il se présenta devant la porte et prononça le « Cézanne, ouvre-toi ». Aussitôt, la porte s'ouvrit et un coup d'œil lui suffit pour se rendre compte que personne n'était entré depuis la mort du chef des brigands. Et c'est ainsi que, de père en fils, dans la famille d'Ali Baba, on se transmit le secret de ce fabuleux trésor grâce auquel lui et ses descendants vécurent dans le luxe et la splendeur. Fin.